Une Lamborghini rouge, réduite en cendres, repose dans une casse apparemment inutilisable. Personne ne sait qu'elle renferme des images horribles, mais aussi le seul indice permettant de sauver de nombreuses autres femmes. Auriez-vous imaginé qu'une vieille bobine de film puisse changer le destin de quelqu'un? Cette histoire commence avec une voiture abandonnée et se termine au plus profond de la mémoire humaine. La température extérieure atteint 43 degrés Celsius. Le ciment du parking derrière le garage commence à se fissurer en fines lignes, semblables à des toiles d'araignée. Matteo Vargas, 37 ans, mécanicien spécialisé dans le tuning automobile, vient de poser sa clé, de s'essuyer les mains sur sa chemise et d'entendre le grincement d'un câble de grue. La voiture de récupération, la Cruz Salvage, descend lentement. C'est une Lamborghini Gallardo d'au moins 10 ans. Mais ce qui intrigue Matteo, c'est comment une telle voiture finit oubliée parmi les ferrailleries. Lorsqu'il est allé la récupérer ce matin, le contremaître, un vieil homme nommé Hector, a simplement secoué la tête. Voiture accidentée, ils l'ont laissée ici il y a une dizaine d'années. Elle porte un autocollant de destruction pour des raisons légales. Mais la semaine dernière, quelqu'un a signé une nouvelle demande d'autorisation de démontage. On ne pose plus de questions. Matteo n'est pas du genre à s'attirer des ennuis. Il a l'habitude de couper, souder et assembler, et il se fiche de savoir pourquoi une voiture atterrit entre ses mains, pourvu que le châssis soit en bon état et que le moteur fonctionne. Matteo commence le travail comme d'habitude. Il vérifie d'abord le châssis, puis la porte. Alors qu'il utilise un tournevis pour retirer un morceau de plastique, un éclat de verre tombe de l'intérieur et lui tombe directement dans la main gauche. Du sang coule et goutte sur le sol. Il jure dans sa barbe, retire le morceau de verre et panse la blessure avec un chiffon. En s'asseyant, Matteo remarque sous la banquette arrière une plaque d'acier d'une couleur différente. Elle n'est pas soudée comme les structures des voitures italiennes d'origine. Il allume une lampe de poche, l'éclaire attentivement et la soulève délicatement. Un fin couvercle s'ouvre, révélant un petit compartiment vide. À l'intérieur se trouve une boîte métallique recouverte de caoutchouc brûlé, recouverte de cendres noires. Matteo sort la boîte et l'ouvre avec précaution. À l'intérieur, il trouve une bobine de pellicule 35 mm non développée, d'environ 50 cm de long, enroulée serrée dans un tube en aluminium, 2 feuilles de papier brûlé, l'une portant une série de lettres et de chiffres manuscrits comme un code, l'autre un croquis d'une zone montagneuse dessinée à la main avec 3 symboles circulaires marqués en rouge et une paire de gants médicaux jetables recouverts de sang séché, devenus brun foncé. Sans un mot, Matteo referme la boîte de sa main encore bandée, décroche le téléphone et appelle Andrés Silva, son ami photographe qui travaillait à l'unité d'imagerie technique de la police fédérale. Andrés, j'ai une vieille pellicule, une très vieille. Je dois la développer maintenant. C'est peut-être un appareil manuel. Peux-tu venir à l'atelier? Andrés ne demande pas grand-chose. Il prend immédiatement rendez-vous avec Matteo, lui disant qu'il apportera du matériel de développement de pellicule. Matteo décide de retourner à la casse de la Cruz. Il ne peut s'empêcher de penser que cette voiture a été amenée là de manière peu orthodoxe. À son arrivée, la casse est déjà fermée, mais à travers la clôture, il aperçoit le petit bureau encore éclairé. Matteo tourne au coin et frappe à la fenêtre. Hector, le gérant, entr'ouvre la porte, surpris. Quoi de neuf? Tu as déjà pris la voiture? Mathieu répond de manière concise. Je veux voir le dossier original de la Gallardo, nom du propriétaire précédent, date d'entrée, tout ce qui s'y rapporte. Hector se gratte la tête. Écoutez, c'est bizarre. J'ai ouvert les archives aujourd'hui pour chercher par numéro BIN, mais tous les fichiers, papier et électroniques, ont disparu. Ils ont probablement été récupérés par les archives centrales de la ville, ou quelqu'un les a supprimés par accident. Mathieu demande. Quelqu'un d'autre que moi a-t-il posé des questions sur la voiture la semaine dernière? Hector reste silencieux quelques secondes, puis hoche légèrement la tête. Oui, un homme d'une quarantaine d'années, peau claire, cheveux peignés, il n'avait pas l'air d'un mécanicien. Il m'a posé des questions sur la voiture rouge calcinée, mais je lui ai dit que j'avais déjà rendu les papiers.
Hilary n'a rien dit et est parti. Matteo les remercie et repart. Dans sa tête, chaque détail s'enchaîne comme une chaîne rouillée, une supercar abandonnée depuis plus de 10 ans est soudainement autorisée au démontage, puis tous les dossiers disparaissent en une seule journée. Ce soir-là, alors que Matteo se lave les mains, le téléphone sonne. Andrés est au bout du fil, la voix rauque et agitée, comme s'il venait de courir. Matteo, je crois que je viens de toucher l'enfer. Tu dois venir ici tout de suite. La faible lumière rouge de la chambre noire donne à l'espace une apparence rouge sang. Sur la table de travail en bois recouverte de verre dépoli, Andrés Silva, ganté de blanc, retire délicatement chaque section de pellicule 35 mm de la bobine. Il travaille lentement, suivant la méthode de développement traditionnelle apprise à la police fédérale. Chaque image passe à travers la loupe, les points lumineux apparaissent progressivement, d'abord flous, puis plus nets. Sur la 6e photo, la main d'Andrés s'immobilise. Le cadre montre un visage jeune et féminin aux cheveux longs et aux lèvres sèches et gercées. Ses yeux sont grands ouverts, regardant dans le vide, une lumière blanche et ronde, telle une lampe chirurgicale, se reflète dans ses pupilles. Sa bouche est entrouverte et sa tête est penchée comme si elle avait été délibérément positionnée. Andrés s'adosse à sa chaise, respirant lentement, un frisson lui parcourant l'échine. Ce n'est pas un portrait ordinaire, c'est une mise en scène. Quelques heures plus tard, Matteo arrive. Ils regardent tous deux les photos développées, rangées dans une fine enveloppe plastique sur la table de nuit. La première série présente 6 femmes. Leurs visages se ressemblent tous, avec une certaine délicatesse, mais sans expression, peau pâle, yeux fixés droit dans l'objectif, mais vides comme des poupées sans âme. Elles se tiennent devant le même mur gris clair. Le fond du mur est bordé de ancienne maçonnerie que l'on ne voit que dans les anciens locaux techniques. La deuxième série de photos laisse Matteo bouche bée. Ce sont des cadavres, mais pas des photos médico-légales ordinaires. Chaque corps est placé sur une table en acier inoxydable, sous une lampe ronde de style ancien du genre utilisé en chirurgie avant l'an 2000. La peau de l'abdomen est incisée, laissant apparaître les organes internes, mais aucune trace de sang. Tout se déroule comme une démonstration médicale. Sur l'une des photos, une main tenant un scalpel est clairement visible, le reflet du miroir révèle la poignée caractéristique d'une Lamborghini argentée, avec le petit logo gravé sous le cuir. Matteo dit, cette poignée ne concerne que les Gallardo d'avant 2007. Andrés hoche la tête. Après quelques minutes de silence, Matteo sort de sa poche le papier brûlé contenant la carte dessinée à la main, le pose sur la table, puis ouvre une carte satellite des environs d'Hermosillo. Elle zoome sur la zone montagneuse au nord-ouest de la ville. La carte correspond à une zone vallonnée près de l'ancienne zone industrielle, où se trouvait autrefois un camp de production de drogue, abandonné après une opération militaire en 2009. Sur la vraie carte, on voit un petit entrepôt anonyme, caché dans les sous-bois. Matteo fait le tour de la zone et dit, si quelque chose a été construit, ce pourrait être ici. Le soir même, Andrés emmène Matteo à Guadalajara, à quelques heures de route, pour rencontrer une personne qu'il a déjà aidée dans des enquêtes sur des disparitions, Sofia Aguilar, une ancienne médecin légiste qui travaillait à la morgue du Chiapas. Elle a pris sa retraite après une affaire non résolue de traite d'êtres humains. Sofia vit désormais recluse, loin des médias, son appartement est petit, sombre et sans le vieux désinfectant. Tandis que Matteo pose les photos sur la table en bois, Sofia met ses lunettes et examine chaque image. Sans un mot, elle prend un stylo et entoure 3 photos, des cadavres féminins présentant des incisions abdominales et cervicales similaires, longues de 12 cm et incomplètes, n'ouvrant que légèrement les tissus. Sofia explique lentement, ce type d'incision n'est pas destiné à une autopsie. C'est une façon d'ouvrir les tissus pour maintenir les cellules en vie le plus longtemps possible. Cela peut servir à mesurer la conduction électrique biologique ou à vérifier la réflexion des tissus. Matteo lève les yeux. Ce n'est pas pour une autopsie. Sofia le regarde droit dans les yeux. Ce n'est pas pour la conservation. Elle veut dire que quelqu'un ne veut pas seulement savoir ce qu'il y a à l'intérieur du corps, mais aussi préserver les tissus le plus longtemps possible non pas pour des raisons médicales, mais pour observer quelque chose.
Andrés feuillette les portraits des filles et utilise un logiciel de dessin pour les identifier. Au bout d'un moment, il regarde Mateo, voici Valeria Torres. Elle a disparu à Chihuahua en 2007, et, voici Laura Medina, disparue à Monterrey en 2009. La police n'a jamais retrouvé les corps. Toutes ces affaires, jusqu'à présent, étaient complètement au point mort, et maintenant elles sont là. Sofia se tait. J'ai vu leur dossier, mais personne n'a pensé à un lien. Mateo dit doucement, on est en présence de quelque chose qui n'est pas seulement un enlèvement, c'est de la recherche, c'est une expérimentation sur de vraies personnes. Sofia regarde à nouveau l'une des photos des cadavres, la lumière de la lampe éclaire l'incision. Sous la peau ouverte, on distingue une étrange ligne de tissu, comme une suture expérimentale non conforme aux normes médicales. Sur l'écran de l'ordinateur, Andrés agrandit chaque partie de la photo du cadavre. Sur l'une d'elles, l'abdomen de la victime est clairement visible, la peau est obscurcie, mais en ajustant le contraste et en retournant la photo horizontalement, une série de caractères apparaît légèrement gravés juste sous la peau. Petit, superficiel, presque uniquement visible sous un éclairage spécial, MZ0417-1930 rouge. Andrés tourne l'écran vers Mateo et Sofia. Personne ne dit mot pendant quelques secondes. Sofia prend la parole la première, concise, MC pourrait être Mazatlan. Andrés feuillette son carnet, notant l'heure de prise de la photo en se basant sur l'ancien format de pellicule. La période coïncide avec la période de 2007 à 2009. 417 est la date, le 17 avril, et 1930 pourrait être l'heure de l'expérience, et à la fin c'est rouge, rouge lésé, rouge brûlé. Mateo explique, les photos n'enregistrent donc pas seulement des images, elles marquent également des données pour chaque cas de test. Sofia suggère de consulter les dossiers des personnes disparues à Mazatlan le 17 avril au cours des 3 années entourant cette date. Après près d'une heure de recherche, Andrés trouve un cas, Béatrice Gomez, 21 ans, 1,68 m, étudiante à l'université, a disparu le 17 avril 2008. Sa famille a signalé l'affaire à Sinaloa, mais l'enquête n'a donné aucun résultat, faute de preuves de coercition. Mateo ouvre l'un des papiers brûlés retrouvés dans la Gallardo, il y est écrit le nom abrégé, BG 1068 calcium double masse. Sofia confirme, il s'agit d'un fichier modèle. L'auteur l'a compilé, marqué, testé, puis crypté sur la peau de la victime. Mateo retourne au compartiment de commande de la Gallardo, il décide d'enlever le cache sous le volant. À l'intérieur, caché sous de vieux câbles électriques, il trouve un petit appareil ressemblant à un disque dur amovible, un vieux GPS, du type de ceux utilisés dans les voitures de luxe avant les systèmes intégrés. Andrés le prend pour le connecter. Les données à l'intérieur sont incomplètes, mais il conserve des coordonnées de voyage enregistrées il y a plus de 10 ans. Il y a 5 points au total, tous situés dans les collines du nord de l'état de Sinaloa. L'un d'eux montre clairement une installation abandonnée, autrefois une usine pharmaceutique, fermée en 2010 pour suspicion de production illégale de produits chimiques médicaux. Le groupe se met en route le lendemain matin. Les coordonnées les mènent à un entrepôt de médicaments abandonnés, au milieu d'une dense forêt de buissons. L'entrepôt est vaste, son toit métallique est rouillé, et la porte principale est verrouillée par une chaîne corrodée. Mateo utilise un pied de biche pour ouvrir la serrure. L'intérieur est sombre et silencieux, seuls les oiseaux se font entendre au loin. Ils allument leurs lampes de poche et avancent. Au plafond, une petite caméra encastrée est pointée vers le sol. Sous l'épaisse couche de poussière, des traces de pas effacées indiquent que quelqu'un est entré et sorti récemment. Dans un coin, une partie du sol en ciment présente des fissures en L, comme s'il avait été réparé. Sofia prend un marteau et commence à taper sur le bord, Mateo utilise le pied de biche. Au bout de près de 20 minutes, un morceau de ciment se détache, révélant l'entrée d'un petit sous-sol. En contrebas, un espace étouffant, exigu et sombre. Un système de ventilation est présent, mais il est inactif. La pièce est jonchée d'étagères en inox, certaines inclinées, d'autres encore couvertes de poussière. Andrés allume une lumière vive, éclairant chaque rangée. D'un côté se trouvent des pompes à perfusion,
de petits filtres à eau et des réservoirs en inox munis de valves et de couvercles hermétiques, le matériel utilisé pour conserver les organes internes ou le plasma sanguin. Au mur est accroché un schéma de la plomberie, avec un feutre indiquant l'emplacement des échantillons, des lignes de perfusion et les durées d'utilisation de l'oxygène. Une note à proximité indique, après 72 heures sans réaction, transférez le code de Sophia. Il dit, vous ne faites pas qu'expérimenter, vous enregistrez les résultats, les procédures, comme si vous rédigiez un article de recherche. Matteo s'approche du coin de la pièce. Il y a un réfrigérateur, du genre de ceux utilisés dans les laboratoires. La serrure est cassée. Il l'ouvre. À l'intérieur se trouve une blouse blanche de médecin couverte de sang séché. Sur la poche de la blouse, clairement brodée, figure l'inscription « Benzal GDL Medica ». Sophia s'approche et touche la blouse. Son regard scrute lentement les alentours. Elle la lui montre. Sa main se fige, sans faire un pas de plus. Au bout d'un moment, elle s'exclame, la voix coincée dans sa gorge, il n'est jamais mort. Matteo se retourne. Tu le connais? Sophia hoche légèrement la tête, puis dit rapidement, comme si elle ne voulait pas se souvenir, quand j'étais interne, j'ai suivi le groupe de Benzal à Guadalajara. C'était un génie de l'anatomie, mais sa façon d'observer les patients, sa façon d'opérer, comme s'il disséquait des poupées, pas des humains. Un jour, je l'ai surpris en train d'opérer une personne qui n'était pas tout à fait morte, sans urgence, sans documentation. Il a appelé ça une préparation de tissu frais. J'en ai parlé à mes supérieurs, mais le dossier a disparu. Cette nuit-là, ma voiture a été percutée par l'arrière. J'ai quitté la profession immédiatement après, je n'avais donc plus aucune possibilité de l'arrêter. Matteo reste silencieux. Aucune peur ne se lit dans les yeux de Sophia, seulement une certitude, comme du métal au fond d'un puits. Si cette robe est là, alors il est sorti de ce feu et a disparu tout seul. La route menant à la deuxième coordonnée est un chemin de terre rouge. L'herbe pousse jusqu'au bord, menant à de vieilles fermes loin du centre de Sinaloa. Ce terrain appartenait autrefois à une famille qui cultivait la canne à sucre, mais il a été saisi par la banque en 2011. Personne n'y vit. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de traces de pas récentes. Le portail en fer devant eux mesure près de 2 mètres de haut, verrouillé par un cadenas en acier inoxydable brillant qui ne s'harmonise pas avec la rouille du cadre. Derrière le portail se trouve une serre aussi grande qu'un terrain de football, avec une structure en acier et des parois en verre brisé. Matteo utilise un pied de biche pour ouvrir le cadenas. Lorsque la porte s'ouvre, une forte odeur chimique leur assaille le visage, âcre et sucré, comme du formol mélangé à de l'eau de javel. Sophia met un masque et dit doucement, cet endroit a été soigneusement désinfecté très récemment. Ils entrent dans la serre. Un système de tutorage, composé de tuyaux en PVC empilés, leur arrive à hauteur de taille. Les racines sont sèches et recroquevillées. Des feuilles fanées recouvrent le sol, aucun système d'arrosage fonctionnel n'est encore en place. Mais au centre de la serre se trouve un bloc rectangulaire entouré d'une épaisse bâche en plastique avec un cadre fixe en aluminium, une petite pièce dans une grande pièce, comme un laboratoire improvisé. Matteo ouvre la bâche en plastique. La lampe torche éclaire. Un lit en acier inoxydable trône au milieu, avec des sangles de cuir retenant les poignets et les chevilles encore couverts de sang séché. À côté se trouve une bouteille de perfusion. Le boîtier a jauni, mais l'étiquette est toujours visible, NCLL 500 ml 2021. Une caméra est fixée dans un coin du plafond, mais il n'y a pas d'enregistreur, juste un câble qui pend. Sophia entre, observant attentivement chaque détail. Au mur, une carte au format A3 est collée avec un adhésif transparent. Symbole manuscrit à l'encre noire, A1-6 FLET3. Calcium suffisant. Ne réagit pas à 34 degrés Celsius. Retestez le pH endothélial après 8 heures. Il se retourne et dit, ils ont mené des expériences cliniques, mais sans anesthésie, sans stérilisation, juste sous observation, encore plus horrible qu'une prison. Andrés trouve dans un coin un scalpel avec un manche en plastique et une lame cassée, fraîchement rouillée.
En examinant la bâche en plastique qui protège la pièce, il découvre une incision de 25 cm de long à l'intérieur, comme si quelqu'un avait tenté d'ouvrir une issue de secours. Il dit doucement, quelqu'un était enfermé ici et il était éveillé. Il savait et a essayé de s'échapper. Sophia examine le sang autour du câble antivol. La couleur a foncé, mais les éclaboussures au plafond et au mur forment un éventail, témoignant d'une lutte, de forte traction, voire de panique. Matteo fixe le sang, puis la feuille coupée, sans rien dire pendant quelques secondes. Soudain, il se retourne et se frotte les yeux. Si quelqu'un avait ouvert la porte à ce moment-là, juste un peu plus tôt. Dit-il doucement, serrant la lampe torche comme s'il voulait la briser. De retour dans la voiture, la nuit tombe déjà. Andrés ouvre l'ordinateur portable sur le capot et le connecte au vieux GPS qu'il vient de retirer de la Gallardo. Le signal est intermittent, mais la carte satellite apparaît enfin. Il saisit rapidement les coordonnées enregistrées sur l'appareil, 5 points au total, répartis sur les collines de Sinaloa. Une fois les points marqués, Andrés les relie par des lignes droites. Une forme apparaît, ni un cercle ni une scie, ni une spirale parfaite, mais clairement intentionnelle. Chaque point est régulièrement espacé, formant un chemin, une chaîne de l'heure. Matteo fixe l'écran quelques secondes, puis frappe violemment le capot, ce qui fait bouger l'ordinateur portable. Il nous guide. Chaque coordonnée n'est qu'un appât. Si nous suivons chaque point comme ça, nous serons toujours un pas derrière lui. Il prend une grande inspiration, recule et se frotte le visage avec les mains, ses yeux rougissent. J'en ai assez d'arriver et de constater les conséquences. Il doit y avoir une autre solution, quelque chose d'oublié, une erreur, une échappatoire. Personne ne dit rien. Le vent se met à souffler, apportant l'odeur de terre humide de la forêt au-delà. Andrés retourne à son ordinateur portable et passe en mode terrain satellite étendu. La lumière bleu clair de l'écran se reflète dans ses yeux. Soudain, elle s'arrête. Sa main touche le centre de la spirale, un terrain sans nom, sans aucune structure, sans nom de rue, juste une ligne pâle, Rancho Escondido. Sophia lève la tête. C'est loin. À presque 60 km au sud, dit Andrés d'une voix douce, et c'est en plein milieu de la spirale. Son nom signifie « ranch caché ». Il n'est pas répertorié dans la base de données immobilières. Il n'a plus de propriétaire depuis 2012. Matteo ouvre son téléphone et appelle une connaissance du secteur du bâtiment. Quelques minutes plus tard, il revient, cet endroit appartenait à une entreprise médicale, mais il a été transféré d'un endroit à un autre. Personne n'est vraiment aux commandes. En silence, Sophia sort un pistolet de sa poche arrière, le charge et le remet à sa ceinture. Elle ne regarde personne, elle dit simplement lentement, si on y va, il faut se préparer à trouver quelque chose de vivant qui ne devrait pas être. Lorsque le soleil de l'après-midi se retire de la lisière de la forêt, la demeure de 3 étages apparaît tel un sombre bloc de pierre dans la vallée en contrebas. Rancho Escondido n'a pas de clôture. L'herbe pousse jusqu'aux genoux. Les tuiles du toit sont pourries. Les fenêtres des étages supérieurs sont recouvertes de bâches en plastique noir. Mais dans le jardin, il y a une piscine vide, au carrelage d'une propreté inhabituelle, comme si quelqu'un gardait encore le secret. Andrés installe le trépied et allume la caméra infrarouge. L'image sur l'écran balaie chaque mètre carré. Au centre du jardin, sous le fond de la piscine, se trouve une zone de chaleur ovale et stable pas grande, mais certainement pas naturelle. Il y a l'électricité en dessous, et quelqu'un est venu ici récemment. Rancho Escondido appartenait autrefois à Leandro Medina, un homme d'affaires soupçonné d'être impliqué dans des organisations médicales clandestines. Il est décédé dans l'incendie de ses bureaux en 2011. Les biens ont depuis été gelés, mais Rancho Escondido n'a jamais été revendiqué. Ils encerclent le manoir. En traversant une écurie abandonnée, Matteo découvre une porte horizontale en acier, basse comme le sol, recouverte de terre et de mousse. La porte n'a pas de poignée, seulement un capteur d'empreinte digitale noir brillant, un appareil bien trop moderne pour un lieu abandonné depuis plus de 10 ans. N'ayant pas d'autre choix, Matteo utilise un pied de biche.
Andrés perce les gonds. Au bout de près de 20 minutes, la porte s'ouvre. En contrebas se trouve un couloir en pierre en pente, d'environ 1,5 m de large. Des lumières à détecteur s'allument progressivement à chaque pas. Ni poussière ni toile d'araignée, il semble que cet endroit soit toujours utilisé ou inspecté périodiquement. Les murs sont recouverts de marbre gris brillant. L'air est frais. Le bruit des pas résonnants crée un battement régulier, comme un battement de cœur. Au fond se trouve une grande salle de contrôle avec 2 portes métalliques à gauche et à droite. Dans la pièce principale se trouve une rangée d'armoires de serveurs, dont certaines clignotent encore. L'écran du milieu est sombre, mais lorsqu'Andrés branche l'appareil, le système affiche une icône à l'ancienne, porte rouge, stockage de tissus vivants. Entrée sécurisée. Nous examinons le centre opérationnel pour l'ensemble de la chaîne de test. Toutes les données des autres points sont stockées ici. Sur un disque dur secondaire, il trouve un fichier de données intitulé « Sujet âgé ». Chaque sujet est accompagné d'un fichier distinct, une photo de portrait, des données biologiques détaillées, sa taille, ses proportions squelettiques, son poids, son programme d'alimentation et son comportement d'isolement. Sofia feuillette les pages. Une colonne répertorie les tests, conduction émotionnelle réflexe, capture de la réponse amygdalienne, temps de maintien de la sensation cutanée sous lumière rouge. À la fin de chaque dossier figure un planning, injection, examen des tissus, évaluation neurologique, répétée toutes les 72 heures, à la minute près. Matteo s'agenouille, s'appuyant sur une chaise, l'autre main serrée. Ils les font pousser comme des tissus vivants. Il arrache le dossier des mains de Sofia, feuilletant chaque page comme s'il n'arrivait pas à y croire. Ses mains tremblent. À la page 5, il s'arrête et lève les yeux, ce n'est pas de l'expérimentation, c'est de l'élevage. Ils enregistrent chaque convulsion, la vitesse de dilatation de la pupille sous chaque bande de lumière. Il jette le dossier sur la table, renversant stylo et papier. Il veut reconstruire chaque réaction humaine à partir de zéro. Sofia s'avance et pose sa main sur l'épaule de Matteo, mais il la retire. Sans violence, il baisse simplement la tête et lui appuie le front. Nous sommes face à un ancien médecin. Maintenant, il n'appartient plus aux humains. La porte de gauche ouvre sur une chambre froide. À l'intérieur se trouvent 3 cuves d'animation suspendues en acier inoxydable, du type de celles utilisées dans les expériences sur des tissus humains vivants. Les 3 systèmes d'administration et de perfusion d'oxygène fonctionnent toujours. Les voyants verts indiquent l'absence d'erreur. Les récipients de solution en bas sont encore pleins, ce qui indique que quelqu'un a récemment cessé de les utiliser. Sofia ouvre une armoire en acier inoxydable accrochée au mur et en sort un compartiment contenant des tubes à essai. Parmi eux se trouve un tube contenant du sang frais, encore chargé de globules rouges, étiqueté G2 résistant 2,5 ml, 37,2 degrés Celsius. Sofia explique, cette personne est soit encore en vie, soit décédée il y a moins de 48 heures. Le code G2 pourrait être l'échantillon G la deuxième fois. Résistant signifie qu'il y a eu une réaction immunitaire. Il teste la tolérance biologique de manière cyclique. Andrés restaure patiemment certaines données vidéo du disque dur secondaire. Le système signale constamment des erreurs, mais trouve un clip de 47 secondes. L'image est floue mais nette, une fille nue, trempée jusqu'aux os, sort d'un caisson d'animation suspendu, les mains liées par une corde, mais vivante. Ses lèvres sont violettes, sa respiration est intermittente. Elle fixe la caméra au plafond, tremblante. Le dernier enregistrement audio est son murmure rauque, je me souviens encore du soleil. L'écran s'éteint. Les données s'arrêtent là. Sofia se retourne, la main agrippée au dossier de la chaise jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Andrés recule d'un pas, déglutit, les yeux toujours fixés sur l'écran comme s'il voulait partir, mais ses pieds sont immobiles. Matteo baisse la tête, les mains posées sur la table, respirant bruyamment. Entre ses paumes, une goutte de sueur tombe sur le dossier. Personne ne bouge, seul le bruit du disque dur qui tourne et la lumière de l'écran éclairent chaque ligne. Test 14, maintenir la réponse sensorielle dans la région lombaire inférieure grâce à une stimulation à basse pression.
Le sujet répond en 38 minutes. Chaque ligne est comme un clou qui frappe le silence. Plus personne n'ose toucher le clavier. Dehors, le soleil s'est complètement couché. Sous terre, les lumières LED continuent de s'éteindre, sans âme. Ici, chaque expérience, chaque arrangement vise à maintenir quelque chose en vie non pas pour sauver, mais pour contrôler. Puis, le système électrique s'arrête brusquement juste au moment où la vidéo vient de se terminer. L'entrepôt tout entier est plongé dans une obscurité profonde. Le bruit du ventilateur s'arrête complètement, mais celui de la petite pompe du type utilisé pour les systèmes de distribution de fluide continue de siffler en arrière-plan. Quelques secondes plus tard, un grand bruit retentit quelque part en contrebas. Le bruit métallique fait vibrer légèrement l'entrepôt. Une porte en acier derrière eux s'est refermée, on ignore si c'est à cause du vent ou du système automatique. Matteo se retourne aussitôt, sort sa lampe torche et la dirige vers le couloir du fond. Sa main a déjà glissé vers le manche du tournevis dans sa poche. Andrés recule, surpris, resserre la sangle de son sac à dos, son regard scrutant rapidement les alentours. Sofia sort un pistolet de sa ceinture, vise bas, sans dire un mot. Son cœur bat fort, non pas à cause du bruit, mais parce que le souvenir de la porte d'acier de l'ancienne salle d'expérimentation lui revient. 1 seconde, 2 secondes, plus aucun bruit, juste le léger sifflement de la pompe en contrebas, régulier, froid comme le sang qui coule dans un tuyau. Matteo dit d'une voix rauque, quelqu'un ou quelque chose ne veut pas qu'on parte. Il faut donc aller plus loin pour découvrir ce qu'il cherche à cacher. Suivant la lumière de la lampe torche, ils avancent à tâtons dans le couloir principal. Derrière le débarras, Matteo découvre un escalier en acier de haute qualité menant à un niveau plus profond, non prévu pour le sous-sol. Le niveau inférieur est une série de pièces isolées aux murs épais recouverts de caoutchouc gris, sans fenêtre, sans lumière, sans écho. L'espace paraît exigu. Une porte se trouve au bout de la rangée, verrouillée par une barre de fer en T. La surface est rouillée, mais la serrure brille comme si elle venait d'être huilée. Matteo saisit le levier, se retourne et regarde Sofia. Puis il hoche légèrement la tête. Clic, le bar s'ouvre après 2 grands coups. Lorsque la porte s'ouvre, un souffle d'air froid les frappe au visage, porteur d'une odeur de désinfectant si forte qu'elle leur pique les yeux. De l'air comprimé depuis des années. À l'intérieur se trouve une petite pièce de moins de 8 mètres carrés, aux murs blancs et au plafond bas. La lumière de la lampe de poche balaie toute trace de saleté et de moisissure qui se propagent comme des empreintes digitales. Andrés recule d'un pas, serrant la lampe de poche, puis un léger bruit. On ne sait pas si c'est du vent ou un souffle. Sofia entre la première. Elle éclaire un coin de la pièce. Là, une femme est assise, recroquevillée dans un coin, le dos contre le mur, les mains jointes sur ses genoux réduits à l'os, ses longs cheveux sont emmêlés, sa peau est grise comme de la cire. Ses yeux sont grands ouverts, son regard fixe, elle ne regarde personne, elle est toujours vivante et sait qu'ils sont là. Matteo n'entre pas immédiatement. Il s'arrête sur le seuil, les bras ballants, sa gorge s'assèche. De toute sa vie, il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi vivant, d'aussi abandonné à la vie. Lui, le chirurgien de la lumière, est toujours là. Il n'est pas parti. La voix de la jeune fille tremble, chaque mot semblant sortir d'une gorge sèche et rauque. Ses yeux s'écarquillent, fixés sur le faisceau de la lampe torche. Son corps sursaute tandis que Matteo fait un pas de plus. La jeune fille s'appelle Iné. Elle a une 30aine d'années. Sa blouse de patiente est déchirée, ses fines épaules sont bombées et ses cheveux sont plaqués sur sa nuque. Sa peau est grisâtre dans la faible lumière blanche. Elle sursaute lorsqu'Andrés tousse doucement. Elle recule dans un coin, son dos heurte le mur et ses mains se couvrent le visage. Non, ne me reprends plus. J'ai entendu des pas à maintes reprises, mais personne n'est venu, personne n'est vraiment venu. Sa voix se brise, elle respire bruyamment et des larmes coulent sur son visage. Au bout d'un moment, Sofia s'assoit, pose son arme, pose sa lampe torche et parle à voix basse, on n'est pas eux. Tu es en sécurité maintenant. Iné s'arrête, fixe Sofia dans les yeux, essayant de distinguer le vrai du faux. Puis,
comme un barrage qui cède après 8 ans à retenir l'eau, elle fond en larmes, je pensais que personne ne viendrait. Je pensais que j'allais mourir ici, seul, sans nom. Personne ne se souviendrait de moi. Elle s'assied par terre. Matteo fixe le plafond, la mâchoire serrée, sans rien dire. Au bout d'un long moment, lorsque sa respiration se calme, Iné commence à compter. Ils ne m'ont pas fait mal, ne m'ont jamais frappé, mais ils m'ont injecté des drogues, m'ont braqué des lumières directement dans les yeux, rouge, bleu, jaune. Chaque couleur posait une question différente. Ils m'ont fait raconter la dernière fois que j'avais vu le soleil, la dernière fois que j'avais senti le vent, la dernière fois que j'avais marché au soleil. J'ai dû répéter l'histoire encore et encore, de nombreuses fois. Puis ils ont enregistré, mesuré mon cœur, mes yeux, enregistré chaque son que je faisais quand je pleurais. Matteo regarde Sofia. Elle hoche la tête et murmure, c'était une forme de lavage de cerveau. Andrés demande, mais pourquoi ont-ils fait ça? Sofia répond, créer un corps vivant, sans mémoire, sans résistance, une personne complètement vide, facile à restaurer, idéale pour des applications extrêmes. Iné explique que chaque sujet a été surveillé afin de déterminer le moment où son dernier souvenir de lumière naturelle s'estompait. On leur a demandé, quel jour? À quelle heure vous souvenez-vous avoir vu le soleil pour la dernière fois? Puis, ce jour a été répété encore et encore, jusqu'à ce qu'ils ne se souviennent plus de sa couleur. Ils avaient oublié à quoi ressemblait la lumière du soleil. Iné dit qu'il a dit qu'elle était prête à ce moment-là. Elle utilise clairement le mot « il ». Iné l'appelle le chirurgien de la lumière. Sofia vérifie son pouls et sa cornée. Puis, elle demande à Matteo de venir la chercher. Mais avant de quitter la pièce, Iné saisit la main de Sofia et murmure, il y a 2 autres personnes. Elles sont vivantes, mais il les a enlevées. Il n'a laissé aucune trace. Elle affirme que Bansal est non seulement en vie, mais qu'il communique toujours via un appareil satellite privé, sans téléphone ni internet, une fois par semaine seulement, elle entendait sa voix dans l'interphone, disant des choses comme « Données G3 terminé, préparation du transfert des échantillons. La station principale va être fermée, transfert vers les installations finales. » En examinant le mur derrière l'étagère en acier inoxydable, Matteo découvre un compartiment vide muni d'un aimant. À l'intérieur se trouve une petite boîte en acier. Il l'ouvre. À l'intérieur, il trouve un passeport encore sous sa protection, le nom de l'utilisateur est le Dr Gael Riva, de nationalité mexicaine, délivré à Ciudad Juárez. Il trouve également un billet d'avion en classe affaires, Hermosillo, Mexico, Vancouver, Canada, départ dans 4 jours. Andrés sursaute. Il part. Il ne s'est pas arrêté. Il se dirige vers un autre endroit. Ce n'est qu'un test. Sofia serre fermement le pistolet dans sa main, regardant Iné tandis que Matteo l'aide à sortir du sous-sol. On n'a plus le temps. Le panneau d'affichage de l'aéroport international de Mexico affiche des lettres rouges vifs, Vancouver, vol 237, décollage à 14h35. Matteo serre le poing. Andrés sort le billet d'avion de sa poche et le compare, l'heure, la date et le numéro correspondent. Il n'y a pas d'erreur. Il est monté à bord de l'avion il y a 3 heures, sous le nom de Dr Gael Riva. Il est parti au Canada, dit doucement Matteo. La suite a déjà commencé. Le groupe se rassemble rapidement dans un petit café de l'aéroport. Andrés appelle aussitôt Camila Torres, au gradé de la police fédérale mexicaine, qui l'a aidé à démanteler des réseaux de traite d'êtres humains vers les États-Unis il y a de nombreuses années. Il ne lui faut que 10 minutes pour répondre. Elle comprend la situation et accepte d'apporter son aide en activant une procédure de coordination d'urgence interétatique, prétextant une enquête sur un suspect pour falsification de documents médicaux et transport de personnes vivantes sans permis. Je vais prévenir la GRC, dit Camila au téléphone. Nous allons faire légaliser l'identité de votre groupe afin qu'il puisse être présent à Vancouver au plus vite. Grâce au dossier de Gael Riva à l'Agence canadienne de l'immigration, le groupe découvre qu'il s'est inscrit à une conférence scientifique à l'hôpital général de Vancouver cette semaine-là. Le sujet,
nouvelles orientations histologiques en régénération des neurones sensoriels. Le titre de sa présentation donne des frissons, restructurer le système nerveux après restauration de la mémoire sensorielle de base. Sophia fixe le titre de la présentation sans cligner des yeux. C'est la théorie centrale que Bansal a publiquement rejetée lors d'un débat en 2008, mais qu'il a ensuite discrètement réécrite, privilégiant la construction de sensations artificielles à partir de souvenirs contrôlés. Andrés disait, si les souvenirs peuvent être reconstruits, alors les émotions peuvent être conçues et les humains peuvent devenir un produit. Le soir même, le groupe s'envole pour Vancouver. En attendant l'approbation du soutien de la GRC, Camilla leur envoie la liste des participants à la conférence, sous la rubrique « Photographe médical, technicien en tissus expérimentaux », figure le nom du docteur Gaël Riva, sans photo personnelle, juste un symbole de confirmation de passeport. Mais Andrés découvre que le numéro de passeport correspond à celui qu'ils ont vu dans la boîte en acier du ranch caché. Le lendemain matin, la GRC aménage un espace de travail temporaire pour le groupe dans la zone technique du bâtiment de la conférence. Ils n'ont pas d'accès direct à Gaël Riva, mais sont autorisés à surveiller les zones de circulation et à enregistrer et filtrer les données de déplacement. Pendant qu'ils attendent, Iné, soigné dans le bloc médical adjacent, appelle Sophia. Il ne travaille pas seul. Quelqu'un vient toujours vérifier. Il ne porte pas de masque. Il dit être le sponsor. Tu te souviens de son visage, demande Sophia. Iné secoue la tête, puis ajoute d'une voix tremblante, il a un tatouage au poignet, comme un crochet, un cercle. Je crois que c'est le symbole d'une banque. Ces informations incitent Andrés à revenir à la pellicule originale et à utiliser un logiciel de filtrage d'images pour tracer chaque image. Sur une vieille photo, prise depuis l'angle de réflexion d'un miroir en acier inoxydable où quelqu'un tient le bras de la victime pour le stabiliser pendant la séance, il zoome sur le poignet, très flou, mais on y voit clairement un tatouage, un petit cercle divisé par 3 lignes parallèles, symbole de la Banca Sano Horizonte, une banque privée impliquée dans de nombreux financements de projets médicaux non autorisés en Amérique centrale. Sophia regarde lentement l'écran. Nous ne poursuivons pas seulement un fou, nous touchons un réseau, une structure, un marché. Matteo se lève, les yeux rivés sur l'écran de surveillance de la GRC. Un point rouge se déplace dans les coulisses de la conférence, à l'endroit exact où le docteur Gaël Riva s'est enregistré ce matin-là. Il n'est pas seul, murmure Andrés, et il a un plan plus grand ici. Le Centre international des congrès de Vancouver est illuminé de lumière blanche. Les invités déambulent entre les stands présentant des photographies histologiques, des simulations d'organes internes assistées par IA et des projections 3D de structures neuronales. Matteo et Sophia sillonnent la foule en silence. Andrés est dans la zone de coordination technique, les yeux rivés sur l'écran relié à la GRC. Cabine 12A, dit-il dans le combiné. Photo au centre. Il y a un problème. Le groupe se dirige vers le stand 12A. Une pancarte blanche porte le nom de Riva Medical Imaging. Restructuration sensorielle de base par imagerie multidimensionnelle. Parmi les photos grand format, l'une d'elles, accrochée dans un coin sombre, montre une jeune femme aux yeux écarquillés et aux lèvres légèrement arrondies, mais à l'expression neutre. Ce n'est pas un modèle 3D, explique Sophia. C'est une vraie photo, un des films que nous avons développé. Mais elle a été transformée à l'aide d'un logiciel de traitement d'image pour en faire une image artificielle. La victime est la jeune fille sur la 4e photo du cadavre, mais elle est ici décrite comme un modèle de structure neuronale artificielle simulée à partir d'une anatomie humaine réelle. Andrés dévoile immédiatement le plan, se faisant passer pour un investisseur représentant un fonds de recherche médicale intéressé par une technologie de contrôle des émotions par la lumière. Il demande un rendez-vous privé avec le docteur Gaël Riva pour discuter d'un financement personnel. 30 minutes plus tard, une réponse arrive dans la boîte de réception cryptée qu'Andrés a configurée, réunion privée, niveau technique B2, salle Siena, 17h. À l'heure convenue, Andrés entre dans la salle Siena, une salle de réunion secondaire sans caméra directe. À l'intérieur, l'homme qui attend porte un long manteau gris, des lunettes à monture fine, une silhouette mince et des cheveux grisonnants. Andrés s'assoit en face de lui,
laissant le faux dossier sur la table. L'autre homme le regarde en silence quelques secondes, puis sourit. On dit qu'investir dans les émotions est un pari, mais si vous me trouvez, vous êtes sûr de gagner ce pari. La voix, la carrure, la façon dont il se tient, Esteban Benzal. C'est lui, sans aucun doute. Son visage a été presque entièrement reconstruit par chirurgie esthétique, mais juste sous sa mâchoire gauche, la fine cicatrice incurvée d'environ 2 cm est toujours là, comme sur la photo du dossier de l'accident d'il y a 10 ans. La conversation dure 8 minutes. Durant ce laps de temps, Benzal révèle par inadvertance un indice. Chaque personne dont la mémoire est effacée constitue une couche de données propres, intactes et non contaminées. Nous les utilisons pour créer une bibliothèque de prototypes de réponses, de réflexes émotionnels, de réactions cutanées et de tics faciaux. Tout est codé pour une application en IA médicale afin d'analyser la communication des patients. Il s'arrête, puis regarde directement Andrés. L'émotion pure ne peut se construire que sur la base de souvenirs contrôlés. Nous assistons à la première génération d'émotions artificielles. À ce moment-là, Camila Torres et l'équipe de la GRC ont fait irruption. Les ordres ont résonné dans tout le sous-sol. Tout le monde reste immobile, levez les mains. Benzal sursaute, son regard scrutant rapidement la pièce. Son expression passe du calme à une soif de sang évidente. Il sort rapidement un petit appareil de surveillance de son manteau et l'appuie sans relâche. Au coin du plafond, le système d'éclairage se met à clignoter de couleurs aléatoires et les haut-parleurs émettent un bruit blanc, obligeant tout le monde à se boucher les oreilles. Andrés court pour le maîtriser, mais Benzal attrape l'écran de l'ordinateur portable, sort le disque dur externe et le claque contre le côté de la table en criant. « Tu ne comprends pas. C'est la nouvelle neurologie. Il faut repartir d'une mémoire claire. » Sofia n'hésite pas. Elle court vers lui et le frappe d'un coup de crosse. Benzal résiste, se griffant le cou, et ils tombent tous les deux à terre. Camila les repousse et pointe son arme directement sur le front de Benzal. Encore un pas et j'appuie sur la gâchette. Du sang coule de sa bouche, mais il sourit toujours, un sourire tordu, déformé, comme s'il était encore en train de faire l'expérience de lui-même. J'ai construit une mémoire propre et tu viens de la tuer avec une lumière sale, murmure Benzal. Son ordinateur portable a été confisqué. La GRC tente de sauvegarder les données, mais tous les systèmes de chiffrement sont configurés pour s'effacer automatiquement en cas de perte du signal d'origine. Chaque fichier disparaît instantanément. Finalement, il ne reste qu'un seul fichier qui n'a pas été effacé à temps. Sofia, une survivante de l'affaire, ouvre le fichier. La première ligne dit simplement « Alpha Inès, Beta non terminé, Gamma sans réponse ». Dans les bagages personnels de Benzal, avec un faux passeport et une tenue d'hôpital, il trouve une vieille clé en métal portant le code C100 de Coquitlam. Andrés ouvre la carte locale. Sofia y jette un coup d'œil, puis s'arrête. Cet endroit est un orphelinat abandonné depuis 1995. Une zone interdite car liée à des disparitions d'enfants non élucidés, dit-il doucement. Il reste silencieux quelques secondes. Puis il ajoute, c'est peut-être là l'origine, l'endroit où tout a commencé. Le lendemain matin, sous un brouillard froid et sous les faibles lumières des policiers, l'équipe de la GRC, coordonnée par Camila Torres, guide le groupe jusqu'au site abandonné C102, à l'est de Coquitlam. Le portail en fer est rouillé, mais la serrure a été récemment remplacée. Un système de caméra thermique est déployé à distance, révélant une petite source de chaleur uniforme ressemblant à un battement de cœur humain dans le sous-sol ouest de la maison. Matteo regarde la lumière clignoter sur le dispositif de surveillance et appuie sur le levier. Nous ne sommes pas là pour chercher d'autres indices. C'est aujourd'hui qu'il faut en finir, déclare-t-il fermement. L'équipe d'assaut se divise en deux directions, un groupe s'avance vers l'avant, l'autre fait le tour du terrain de football en herbe à l'arrière. Camila fait signe, montez. Un fracas. La porte en bois pourri est abattue, et tout le groupe entre. À l'intérieur, il y a un long couloir avec des murs qui s'écaillent, des fils qui pendent et une épaisse odeur de formol dans l'air. Au sous-sol,
Matteo découvre une porte en acier avec un code d'empreinte digitale. Andrés utilise un dispositif de déverrouillage électronique, il lui faut 3 tentatives pour y parvenir. La porte s'ouvre. À l'intérieur, se trouve une pièce blanche, parfaitement insonorisée et hermétique. 2 lits en acier inoxydable sont côte à côte. Sur chaque lit, une femme est allongée, maigre, le visage couvert d'un masque à oxygène et les mains légèrement serrées. Toutes deux sont vivantes. L'une ouvre les yeux lorsque le faisceau de la lampe torche se déplace, ses lèvres bougent sans bruit. L'autre tremble profondément en entendant le craquement des chaussures qui approchent. Sofia enlève son masque à oxygène, se penche et dit doucement, « Nous sommes venus te sortir d'ici. » C'est fini. L'une d'elles se met à pleurer, mais tente malgré tout de lever la main d'un geste maladroit, comme pour serrer quelqu'un dans ses bras. Andrés l'aide à s'asseoir, mais il est trop faible. Puis il s'assoit à côté d'elle, lui serrant légèrement les épaules frêles et la laissant s'appuyer sur lui. « C'est bon, tu ne souffriras plus jamais, » murmure-t-elle. L'autre parle par intermittence, mais distinctement, « J'ai entendu un bruit il y a 3 jours. J'ai cru que c'était un rêve. Il y a des gens bien réels maintenant. » Matteo se tient derrière elle, les yeux rougis, sans ciller. Il se détourne, ne laissant voir à personne ses poings serrés et tremblants. Sur le mur de la pièce, des lettres à la craie sont griffonnées, le soleil est toujours là. 3 mois plus tard, à la Cour suprême de la Colombie-Britannique, la salle d'audience est bondée. Des caméras d'enregistrement sont installées dans 3 coins. Le procès est classé comme potentiellement perturbant psychologiquement, et l'accès est limité aux médias et aux familles des victimes autorisées. Esteban Benzal entre dans la salle. Il porte une combinaison de prisonnier de haute sécurité, mais ses cheveux sont coupés courts, son menton rasé et son visage inexpressif. Chaque pas est lent, régulier et assuré. Lorsque le juge lui demande de confirmer son identité, il sourit et répond « Mon nom. Aujourd'hui, vous m'appelez prisonnier. Demain, vous apprendrez ma théorie à la faculté de médecine. » Un léger murmure résonne derrière elle. Camila Torres serre le poing. Lorsque le procureur montre les vidéos extraites du système de surveillance du sous-sol, montrant des sujets contraints de réagir à la lumière, Benzal sourit légèrement et baisse la tête. « Je n'ai torturé personne, » déclare-t-il calmement. « J'ai supprimé le bruit du système nerveux humain. » Cette fille a entendu la pluie pour la première fois dans un silence absolu. C'était un moment pur, quelque chose qu'on ne comprend absolument pas. L'avocat de la défense ne se lève pas, il refuse de parler au nom de son client, car il ne se montre pas coopératif sur le plan juridique. On écoute un enregistrement de Benzal parlant tout en surveillant un sujet. La peau des femmes est plus fine, elles conduisent mieux la lumière, elles y sont sensibles et leurs émotions se reflètent plus clairement que celles des hommes. Si nous avons besoin d'une base émotionnelle propre pour réinitialiser notre schéma neuronal, nous devons commencer par le corps biologique le plus favorable. Il se parlait à lui-même dans le noir, notant tout d'une voix monotone, comme s'il écrivait un journal chirurgical. Quand vient son tour de faire sa déclaration finale, il ne demande ni pitié ni indulgence. Si vous m'appelez un monstre, alors considérez ceci, j'ai créé le reflet le plus pur de l'être humain, un individu sans société, sans mémoire, sans genre, et je vous ai donné une nouvelle lumière. Le juge frappe du marteau. Sa voix est glaciale, Esteban Benzal, l'accusé est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour 17 chefs d'accusation de séquestration, d'expérimentation humaine illégale et de violation flagrante des droits de l'homme. Tandis qu'on l'escorte dehors, Benzal tourne la tête pour regarder le public. Iné est assise là, sans ciller, le fixant du regard. Elle prononce une dernière phrase, brève mais suffisamment forte pour que la caméra l'enregistre. « Tu te souviens encore de la lumière du soleil, n'est-ce pas ?» Des mois plus tard, dans une banlieue tranquille de Sonora, dans un champ d'herbe dorée sous la douce lumière de l'après-midi, 3 femmes sont assises en petit cercle. Elles portent des vestes légères, pieds nus, les mains derrière le dos, le visage tourné vers le ciel. Ils ne disent rien, mais de temps à autre, l'un d'eux tend la main, comme pour toucher l'air, puis soupire. Ses mains tremblent encore,
mais ses yeux, pour la première fois depuis des années, ont un rayon de lumière reflété par le ciel. Iné vit désormais chez une tante éloignée à Hermosillo. Elle est soignée dans un centre de réadaptation psychologique pour victimes de guerre, car il n'existe pas de terme spécifique pour les survivants de l'effacement de la mémoire émotionnelle dans les systèmes de santé mexicains et canadiens. Les deux autres, Maria et Clara, apprennent à réagir à la lumière naturelle. Elles s'exercent à nouveau en s'asseyant chaque matin devant la fenêtre, les mains sur le cœur, les yeux fermés, et en murmurant au rythme de leur respiration. Matteo ne répond à aucun appel de la presse, n'accepte aucune interview, n'apparaît pas à la télévision et ne cherche pas à être un héros. Dans le petit atelier où il répare encore des voitures, l'unique photo est encadrée et posée sur une étagère en bois à côté de son bureau. Sur la photo, 3 femmes sont assises au soleil, dos contre dos, l'une ferme les yeux, une autre lève la tête et la troisième sourit. Leurs mains tremblent encore, mais elles ne le cachent pas. Dans la lumière de l'après-midi, la photo évoque le calme. Personne ne pleure, personne ne dit rien, mais la lumière enveloppe les visages comme si elle les guérissait. Matteo s'assoit souvent devant la photo lors de ses nuits blanches, non pas pour se souvenir, mais pour croire que quelque chose est revenu, ne serait-ce que de la lumière. L'histoire se termine sans voix, seulement avec le retour de la lumière et une caméra anonyme quelque part au loin qui continue d'enregistrer. Vous avez sûrement déjà regardé quelqu'un et vous êtes demandé ce qui rendait son regard si vide. Il y a des blessures qui ne saignent pas, mais qui ne guérissent jamais. Il y a des souvenirs qui ne disparaissent pas, mais qui sont intentionnellement effacés. L'histoire que vous venez de lire est une reconstitution de nombreux cas réels, oubliés, cachés ou jamais révélés. Les noms des personnages, les lieux et les détails ont été modifiés afin de protéger l'identité des victimes survivantes. Mais ce que vous voyez est la vérité exprimée dans un langage que le cœur humain peut ressentir, le silence, la lumière et le souvenir. Nous ne racontons pas seulement une histoire glaçante, mais un témoignage de ce qui était autrefois considéré comme incroyable, impossible. Alors, si vous pensez que ce message doit être partagé, envoyez-le via WhatsApp à un ami de confiance. Peut-être a-t-il un jour gardé le silence par peur. Peut-être que quelqu'un a étouffé sa voix, ou peut-être essaie-t-il de se souvenir de quelque chose de très important qu'il avait oublié. Certaines choses ne guérissent que lorsqu'on les partage. On ne peut pas sauver tout le monde, mais on peut commencer par ne pas fermer les yeux. Envoyez cette histoire. Qui sait,